Chose assez étonnante. On peut carrément faire un karyotype de mammifère au tout début, entre guillemets, et regarder comment il va évoluer après. En fait, dans les chromosomes de mammifères, ce n'est pas tellement la taille ou les duplications, c'est déjà survenu. Ce qui va différencier les différents, en tout cas du point de vue de l'architecture, les chromosomes des différents mammifères, c'est la forme des chromosomes. Là, par exemple, c'est simple. Vous prenez par exemple ici un chromosome 2 d'un humain. Ben voilà. Alors là, je prends un mammifère qui est trop proche. Je prends vraiment un cousin germain, double germain. Je prends un chimpanzé. Et en fait, si vous regardez un chromosome de chimpanzé ici, vous avez un autre chromosome de chimpanzé. Les chimpanzés ont 47 chromosomes. Et bien la fusion entre ces deux chromosomes a donné le chromosome 2 humain. Si vous prenez le chromosome, je ne sais pas lequel, le 4 humain et le chimpanzé, en fait, ils sont pratiquement identiques. C'est l'emplacement du centromère qui va changer. Ici aussi. Ici aussi. C'est-à-dire, ce sont là, non pas des augmentations de taille, mais des sortes de remaniements de structure à l'intérieur même des chromosomes qui vont différencier qui vont nous différencier, par exemple, des chimpanzés. Mais si vous prenez, par exemple, alors ça c'est une expérience très intéressante, on prend des chromosomes humains et puis on les marque. Chaque chromosome a une couleur particulière en fluorescence et on hybride sur des chromosomes d'orang-outan, de bœuf, de chat, de chien, pour voir quelle est la partie du chromosome de bœuf ou de chat qui contribue à notre chromosome. Pour voir un peu, c'est une sorte de Lego. Et ce qu'on constate, c'est que si on prend le gorille, par exemple, regardez, le gorille, en fait, eh bien, on voit simplement les deux chromosomes là qui vont former le 2, mais en réalité, en termes alors, il y a aussi ici, si on prenait le chimpanzé, il n'y aurait même pas eu ce problème ici. Si vous reprenez les autres, eh bien, en fait, c'est les mêmes séquences, hein, puisque ça hybride totalement. Mais si vous prenez, par exemple, un chien, vous voyez que pour faire un chromosome d'homme, il faut plein de chromosomes de chien, des morceaux de chromosomes de chien. Et si vous prenez un chat, il faut moins de chromosomes de chat pour faire un chromosome d'homme. C'est pourquoi les chats, vous les caressez plus que les chiens. Ce n'est pas vrai du tout, n'allez pas raconter ça, surtout aux doyens. D'accord? Mais enfin, cette image, c'est pour vous montrer que la nature a joué comme avec des Legos. C'est-à-dire, il a pris des morceaux de tels chromosomes pour faire d'autres chromosomes, etc. C'est ça qu'on parle de synthénie, c'est-à-dire des régions chromosomiques qui sont identiques, mais qui ne sont pas sur le même chromosome. OK? Vous commencez à être fatigué, hein? Bon, si vous commencez à être fatigué, on a deux solutions. Non, on en a trois, mais qui revient à deux. La première, c'est de dire on s'en fout, on continue. La deuxième est de dire on s'en fout pas, mais on fait un effort de concentration et on continue pour les 10 minutes dernières, mais ça revient au même. Et la troisième solution est de dire eh bien on arrête et on continue demain. Vous préférez quoi, rapidement? On termine, bon, d'accord, ok. C'est réglé. Et comme on a eu 5 minutes de retard, on termine avec 5 minutes de retard. Bien, alors, dernière modification, mais pas la plus petite et vraiment extrêmement intéressante. Je vous demande de faire un petit effort. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Parce que là, nous allons parler de nous. Soit de nos cousins très proches et de nous. Et de nous, c'est-à-dire de notre diversité, de nous-mêmes. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est très important. Il existe, je ne vous dis pas comment on a trouvé, ça c'est pour les certificats de recherche, de maîtrise, où on verra ce genre de choses. Il existe, au niveau des chromosomes, des séquences que l'on appelle des duplications segmentaires. Alors, c'est quoi? Chut. Soit 4 séquences ici se trouvant sur 4 chromosomes différents. On observe que ces séquences, qu'on appelle des duplicons, iront toutes les 4 se mettre
dans un autre chromosome, ou sur un même chromosome, à un endroit très particulier. Elles vont aller se ficher au niveau d'un site accepteur. L'ensemble fait à peu près 10 à 300 kilobases. Ces séquences sont formées, ce n'est pas des séquences répétées, elles sont formées de gènes, de familles de gènes. Il peut y avoir des pseudogènes, il peut y avoir des rétrotransposons, peu importe. Mais il y a des gènes à l'intérieur. Et c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Il y a des gènes à l'intérieur. Il y a des familles de gènes à l'intérieur. Et cette séquence, qui est la somme de plusieurs séquences, en fait, venant de différents endroits, peut se dupliquer. Soit une duplication complète sur le même chromosome ou sur un autre chromosome, plusieurs fois, ou peut se dupliquer de façon incomplète. Donc, c'est ce qu'on appelle les duplications segmentaires. En fait, donc, 10 à 300 kb, ça peut être complet et incomplet. Et si on a à résumer, on va dire la chose suivante. Taille, 10 à 400 kb. Identité de ces duplications segmentaires, de celle-là par rapport à celle-là par rapport à celle-là. Il peut avoir 97% d'identité. Parce que ça vient des mêmes morceaux. Il y a des gènes, des clusters de gènes, des pseudogènes, séquences rétrovirales, etc., etc. Et en général, elles sont beaucoup plus proches des centromères. On a beaucoup plus dans les régions centromériques et télomériques que dans d'autres régions du génome, même si on peut en trouver dans d'autres régions du génome. Bien. Alors, très rapidement, pour les situer, pour notre architecture, je finis ma question. On va les trouver ici, après les séquences satellites. D'accord? Voilà où on va les trouver. Très bien. Mais j'ai envie d'aller plus loin vite, donc regardez ça rapidement. Vous avez votre brochette, apprenez-la par cœur, connaissez le sens de ce qui est là, et il n'y aura pas de problème à l'examen, entre autres. Ce qui est intéressant, c'est que ces duplications segmentaires existent chez tous les mammifères. Mais ce qui est particulier, c'est que dans la plupart des mammifères, lorsqu'elles sont dupliquées, elles sont dupliquées en tandem, sont collées. Alors que chez les primates, il n'y en a pas beaucoup de duplications. L'activité des duplications segmentaires, leur duplication, va exploser avec les primates, les grands primates, avec les grands singes, avec les humanoïdes. Elle va exploser. Certaines vont être caractéristiques des orang-outans, etc., des gorilles, des chimpanzés, bref. Premièrement, donc elles vont exploser en nombre. Mais deuxièmement, elles ne seront pas en tandem. Elles seront espacées. Vous voyez? Voilà le tandem, voilà l'espacé. Chez les primates, elles sont en général espacées. Ceci est déterminant et va conduire à des pathologies tout à fait particulières qui n'existent pas chez les autres animaux à cause de ça, mais qui existent chez nous et aussi chez le chimpanzé et chez les grands singes. OK? Mais ça, on va revenir là-dessus en pathologie. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite vous dire, c'est ça. Voici un peu comment les grands singes, à peu près à quel moment ils ont divergé. Donc, il y a 35 millions d'années, 40 millions d'années, donc les grands singes de l'ancien continent, enfin en Afrique, il y a eu une évolution, donc orang-outan, gorille, chimpanzé. Dans les chimpanzés, on a deux types, il y a les bonobos et puis les triglodytes, là. Et les humains sont apparus tardivement. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit qu'il y a eu, en fait, énormément de duplications segmentaires il y a eu vraiment une poussée, une bouffée de duplications segmentaires avec donc les humanoïdes. Et en fait, lorsqu'on regarde ceci, c'est pour montrer ça, c'est-à-dire plus en fait on va vers les hommes et plus il y a eu une activité donc de duplication segmentaire en nombre qui s'est constituée. Beaucoup donc chez les chimpanzés, beaucoup chez l'homme, un peu moins chez le gorille, un peu moins chez l'orang-outan, avec des différences, c'est-à-dire ce n'est pas la même duplication segmentaire qu'il y aura chez le gorille, qu'on va trouver chez les chiens, l'humain, etc., etc. Bien. Mais comprenez quelque chose. Je vous ai dit qu'il y avait des gènes dans les duplications segmentaires. Donc là, la variation qualitative protéique dans l'expression
n'est pas lié à la séquence, mais est lié en fait à l'existence de plusieurs copies. Et pour la faire brève, on est différent du chimpanzé, non pas par la séquence, mais par les duplications segmentaires, par le nombre de duplications segmentaires et par le type de duplication segmentaire. Vraiment, pour la faire vraiment brève, que vous compreniez comment la vie du chromosome, d'un point de vue structural, est déterminante dans l'évolution. Je vous l'ai montré depuis le départ. Ce n'est pas tellement la séquence qui est importante, bien évidemment, mais la structure est quelque chose d'extrêmement important. Et si on regarde l'ensemble des grands singes, il y a beaucoup plus de duplications segmentaires communes entre le chimpanzé et l'homme qu'entre l'homme et l'orang-outan et qu'entre le chimpanzé et l'orang-outan. Les deux grands singes, enfin, bon, on n'est pas singes, mais bref, vous avez compris, plus proches sont le chimpanzé et l'homme. Et ce qui est fondamental, c'est le taux d'expression. Et lorsque vous regardez, par exemple, un certain nombre de différences entre un nombre de duplications segmentaires de répétition chez les grands singes et l'homme, vous voyez qu'un certain nombre de gènes est beaucoup plus exprimé chez les humains que chez les grands singes à cause des duplications segmentaires. En passant comme ça, chaque couleur correspond à des ethnies. Vous voyez qu'il peut y avoir des différences aussi dans le nombre de copies d'une duplication segmentaire entre les différents humains. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire là. Et donc, en fait, si, pour un peu anticiper sur la méiose, vous savez, en méiose, il faut avoir des chromosomes, des paires chromosomiques qui recombinent. Donc, elles se mettent en vis-à-vis, d'accord, et elles recombinent. Les grands carrés sont des duplications segmentaires, des séquences identiques, mais qui ont des gènes à l'intérieur. Lorsque vous faites une recombinaison égale-égale, il n'y a pas de problème, tout va bien, enfin, vous conservez le même nombre de gènes, mais vous pouvez en fait faire une recombinaison pas tout à fait au même endroit. Et en fait, ça va vous donner, bon là c'est OK, mais là vous voyez que là, vous pouvez avoir une augmentation du nombre de gènes ou une diminution du nombre de gènes dans la duplication segmentaire. Et ceci peut faire toute la différence. Vous pouvez avoir en fait, si vous prenez ici le gène A chez un individu et le gène A dans un autre individu, si les répétitions de duplication segmentaire sont différentes entre les deux individus, le taux d'expression du gène A va être différent chez deux individus. Et c'est ça, par exemple, que l'on voit chez un gène codant pour l'amylase qui permet de digérer l'amidon, qui se trouve dans une duplication segmentaire. Chaque barre bleue ici est un duplicon. Eh bien, un truc impressionnant, regardez ça. Chez les chimpanzés, vous avez une seule duplication. Vous avez une duplication segmentaire, elle n'est pas dupliquée. Vous avez simplement deux gènes. Dans certaines populations humaines, le nombre de gènes est dupliqué, il est à 3. Ici, il est à 4. Ici, il est à 15. Nous sommes chez les humains. La différence ici, c'est que vous avez des humains, et c'est indépendamment des territoires géographiques, dont les ancêtres étaient très grands consommateurs d'amidon. Et d'autres où les ancêtres n'étaient pas grands consommateurs d'amidon. Eh bien, chez les humains dont les ancêtres étaient des consommateurs d'amidon, vous avez trouvé en fait un nombre considérable, ici, donc de répétitions d'amidon, d'amylase. Ce que je vous dis pour l'amylase est valable pour un nombre considérable de locus. Les gènes qui se trouvent là-dedans et dont l'expression varie en fonction du nombre de répétitions sont des gènes d'adhésion cellulaire. Sont des gènes qui interviennent, par exemple, dans la détoxification du foie par rapport aux médicaments, qui interviennent dans le rapport que l'on a avec la défense immunitaire. Et c'est l'une des bases dans le taux de testostérone. C'est l'une des bases de la différence entre nous, sur beaucoup de choses. Il y a, pour les différences, des mutations, mais il y a aussi énormément, et principalement, en termes d'impact, les duplications segmentaires.
Donc, première conclusion, c'est que le couple ADN-ARN, c'est les molécules qui caractérisent les organismes vivants et qui les reproduisent de façon exponentielle. Il est organisé sous forme de chromosomes, l'ADN. Les modifications de l'ADN conduisent à la diversité du vivant. À l'intérieur d'une espèce, eh bien, certaines de ces modifications permettent l'adaptation aux conditions extérieures, mais aussi génèrent des maladies chromosomiques, vous l'aurez compris. Et qu'il existe des techniques pour étudier ces anomalies chromosomiques, techniques que nous allons étudier demain matin. Je vous rappelle, il y a 4,6 milliards d'années, nous étions comme ça. Ensuite, les choses sont venues de l'extérieur. Et puis, l'ADN est arrivé. Et si, comme vous tous ici, vous avez vu Matrix, vous avez vu Matrix? Au lieu de représenter les choses par des 1, 0, vous les représentez par de l'ADN. Et ça va vous donner ça. Et où est-ce qu'il est? Il ne vient pas? Voilà. Donc, où allons-nous? Je ne sais pas. À demain.